Bonjour à tous, je suis Andy Mortier et bienvenue dans le Cinéco, un podcast qui a pour objectif de lier un film d'actualité à un film plus ancien. Aujourd'hui on va parler du long métrage Le Successeur qui sortira dans les salles obscures françaises le 21 février 2024, réalisé par Xavier Legrand, déjà très reconnu pour l'excellent et sous tension Jusqu'à la garde, sorti en 2017, qui avait remporté le César du meilleur premier film. On va résumer très rapidement et succinctement le film, puisque c'est un long métrage qui possède beaucoup de retournements. On suit donc Elias, nouveau directeur artistique d'une maison de haute couture, sortant du défilé de sa toute première collection, inquiet de sa santé et apprenant que son père duquel il s'était éloigné vient de décéder. Il va donc se rendre au Québec pour prendre en charge les tâches administratives de l'enterrement et de l'héritage. Encore une fois, on a la figure de la parentalité qui était déjà très présente dans Jusqu'à la garde, mais par le prisme de l'enfant, cette fois c'est par le regard d'un fils bien plus âgé. Côté réalisation, Xavier Legrand maîtrise énormément son suspense, mais ça on l'avait vu dans son premier film, et c'est tout simplement aussi puissant, que ce soit dans ses sons et bruits ambiants ou dans ses placements de caméra. On aura évidemment une photographie assez sombre et des couleurs assez grises, une colorimétrie assez terne, mais dans le cinéma contemporain on commence à largement y être habitué, même si ici cette esthétique morne se justifie largement étant donné les zones sombres dans lesquelles nous emmène le récit. Et celui-ci saura donc vous happer et vous donner une expérience assez désagréable, et pourtant de laquelle vous ne voudrez pas décrocher grâce à ses retournements et ses fausses pistes. Le film s'amuse énormément avec le spectateur à la manière d'un Parasite de Bong Joon-ho, il passe son temps à redistribuer les cartes, et c'était d'ailleurs le but de Xavier Legrand pour le citer de s'approcher d'un cinéma coréen qui mélange les genres. La comparaison avec Parasite semble d'ailleurs très pertinente quand l'on voit l'une des scènes du film se passant dans un escalier lié à une chute d'un personnage. Film sur la brutalité, mais aussi prenant dans l'héritage du film noir abordant une forme de fatalité, cette fatalité on peut aussi l'éprouver dans deux magnifiques ellipses qui semblent rompre le temps du film et de son personnage. En résumé, un film à ne pas louper qui vous surprendra et vous sortira de votre zone de confort et qui témoigne de la maîtrise de Xavier Legrand à faire ressentir des émotions fortes à son public. Mais le cinéco, c'est aussi faire un lien avec un film plus ancien, et quoi de mieux qu'un film japonais qui lui aussi est dans l'actualité lié à sa restauration puisqu'il s'agit d'une ressortie, le long métrage réalisé par le très réputé Yasujiro Ozu, qui a lui aussi exploré les thématiques de la famille et de l'héritage, notamment culturel. Ozu, c'est un réalisateur qui a simplement une filmographie très longue, qui est sûrement l'une des plus intéressantes de l'histoire du cinéma, remplie de chefs-d'œuvre. Réalisateur prolifique qui a réussi à s'adapter à travers chacune grande révolution du cinéma, que ce soit l'arrivée du parlant et l'arrivée de la couleur. Et dans cet épisode, on va aborder l'un des rares films qu'il a réalisé durant la Seconde Guerre mondiale, Il était un père, sorti en 1942. Il était un père raconte l'histoire évidemment d'un père et de son fils sur plusieurs années, l'évolution de leurs relations, l'héritage et les valeurs qui lui sont transmises. Le film s'ouvre sur l'enfance du encore jeune Ryohei et de son père Shuhei, alors professeur. Durant une sortie scolaire, un enfant va trouver la mort dans une rivière après avoir désobéi à un ordre de Shuhei. Le père est professeur, convaincu de ne pas avoir été assez ferme dans sa manière d'interdire aux enfants d'emprunter une barque, se sent coupable et démissionne. Il faut savoir que le film a été censuré à l'époque, chaque scène évoquant la guerre supprimée du montage final, mais la restauration permet de voir ces scènes. Sans encore trop parler du rapport au père dans ce film, c'est sans doute à travers cette censure que le film gagne en puissance, puisqu'à la manière de la censure, l'enfant mourant du début du film ne sera jamais recité, comme si Ozu délivrait un message sur quelque chose de beaucoup trop gros mais d'éclipsé. Énormément de plans dans le film donnent cette impression de faux, de quelque chose qui ne va pas, autant dans la société japonaise intrafamiliale entre Shuhei et son fils Ryohei qu'extrafamiliale, notamment entre collègues et professeurs, et élèves se retrouvant pour parler du bon vieux temps, mais dissimulant les troubles actuels liés à la guerre ou encore le traumatisme passé d'un enfant mort. Pourtant, cette guerre, malgré la censure, on la ressent simplement dans la conduite des personnages, situés entre désespoir et fierté pour la patrie. La guerre sera notamment aussi évoquée lorsque Ryohei adulte enseigne à son tour à ses élèves, ici la science physique et surtout la réaction explosive. Alors que dans Le Successeur, Elias va vivre le malheur des suites du décès de son père, Ryohei va vivre les malheurs que lui transmet son père vivant. Ces malheurs liés aux normes et aux valeurs sociétales et traditionnelles japonaises. Après un film magistralement cadré avec une caméra posée proche du sol délivrant des images uniques et propres au réalisateur, les derniers mots de Ryohei illustreront sa pensée, c'était un bon père. Convaincu par sa bonté, le titre du film anglais et français a choisi d'éclipser le bon pour nous laisser le simple « Il était un père » comme dans le titre original. Elias et Ryohei souffrent tous les deux de l'emprise de leur père, l'un mort et l'un vivant, le premier dans une société individualiste marquée par la violence des hommes, le second marqué par une domination morale des hommes dans un contexte de guerre totalement éclipsé par la censure de l'époque. J'en ai fini avec le parallèle entre Le Successeur et Il était un père, et maintenant je retrouve Rodolphe Yvenou, mon premier invité, pour parler d'un petit film d'actualité sorti le 17 janvier 2024.
qui est passé seulement dans les CGR. Merci d'ailleurs ESC du coup, qui distribue toujours aussi mal les Non, mais films. ESC, ils adorent privilégier le CGR. Mais c'est comme Amelia's Children, Oui, qui avait gagné un prix qui est pareil qu'au CGR. On va se faire foutre finalement. ouais. Et du coup, Rodolphe, présente-toi en 2 secondes, parce que tu es le premier invité du podcast. Et je suis Rodolphe Yvenou, je pense que je ferai quelques feats par-ci par-là, et je suis un petit amateur de films de genre également. Principalement, surtout en ce moment, le faux documentaire. Et Ce genre qui est le parent pauvre du cinéma. que personne connaît évidemment ou connaît mal. Mais j'aime aussi les films classiques, ce que n'est pas Les Chambres Rouges finalement. Et du coup, oui, on va parler des Chambres Rouges de Pascal Plante. On va faire un petit résumé vite fait du film. Donc déjà, juste pour l'anecdote, donc Les Chambres Rouges, si vous connaissez, normalement le mythe est assez connu. Même si moi je savais pas que ça s'appelait comme ça, du coup, Les Chambres Rouges. Mais c'est tout simplement du coup sur le Darknet un mythe selon lequel il existerait des salons où il y aurait du viol, de la torture, du meurtre, et en live, et où les gens paieraient donc des sommes astronomiques en bitcoin pour y assister ou pour avoir les vidéos. Ce qui est intéressant, c'est que ce truc de filmer des gens sur internet, le retranscrire et que les gens payent et tout, en fait c'est là depuis hyper longtemps. Parce que même en 2010, il y a un film japonais qui s'appelle Death Tube qui était sorti, où c'était à peu près le même genre, où c'était une sorte de saut, mais qui se passait sur YouTube. Et 2010, le Darknet, tout ça, c'était pas encore très très populaire, quoi. Et je crois que c'est le premier film qui est à peu près, genre, je dirais pas grand public non plus, mais quand même, genre, c'est pas non plus un truc giga niche. Non, mais justement, c'est beaucoup de com dessus. Ouais. Et c'est le premier truc qui apporte vraiment le Darknet sans être trop dans la surenchère ou... Et c'est le truc que je voulais moi aborder surtout sur le film, c'est qu'il est très ludique. Il va, notamment, on va commencer du coup par une scène de procès. Et durant les scènes de procès, d'ailleurs la première scène de procès qui prépare le jury, mais qui prépare aussi le spectateur, même si nous on va pas voir les images des vidéos, heureusement, même si on en voit une dans le film et on la voit un petit, et bon, on n'a pas envie d'en voir plus. Ouais, voilà. Mais il y a un moment où du coup le procureur, côté procureur, il y a un témoin du coup qui aborde le Darknet et qui parle notamment du côté politique du Darknet dans les pays où le gouvernement contrôle pas mal l'information. Et c'est pas un film du coup qui tape sur le Darknet. Et ça c'est plutôt intéressant parce que du coup si tous les vieux qui vont aller voir le film en salle, bon, Internet c'est le mal. C'est ça. Genre c'est comme le truc avec les films sur les jeux vidéo ou sur les réseaux sociaux, à chaque fois c'est genre c'est le mal. Enfin à chaque fois. Beaucoup de gens peuvent voir ça comme ça alors que c'est des outils et ça les rend mal quand c'est des connards qui les utilisent. Et d'ailleurs aussi, petit parallèle, parce que évidemment, on est dans le cinéco, donc on a toujours de quoi faire un petit parallèle. Et je vais pas faire un parallèle avec Ozu, hein, évidemment. Mais le successeur, du coup, que tu n'as pas encore vu, non, mais que tu vas voir du coup la semaine prochaine. Il sort la semaine prochaine ? Ouais. Ok. C'est pour ça que cet épisode est très bien fait, qui sort juste avant la semaine prochaine. Et il se passe au Québec aussi, du coup. Ah oui, et on parle aussi d'un délire de mode dans le successeur. Et d'ailleurs, la première, je l'avais pas dit avant, mais dans la scène d'intro du successeur, c'est un défilé de mode. Et c'est la seule occasion qu'on a de voir ces costumes-là, parce qu'ils ont été faits pendant le Covid par un directeur artistique qui a pas pu présenter sa collection. Et c'est assez marrant parce que du coup, la première collection de Elias dans le film, enfin le personnage fait sa première collection, mais en fait le mec du coup derrière les costumes du film l'a fait aussi en même temps. Et ouais, du coup on retrouve pas mal un parallèle avec la photo notamment. Et le côté un peu, on va dire, brut du film. Et du coup, on va pouvoir en parler du côté brut avec la musique. La musique de Dominique Plante, du coup, frère du réalisateur Pascal Plante, qui est très très prenante, mais en plus elle t'agresse. Elle t'agresse au moment où, de toute façon, elle a, en fait, le moment où l'agresseur est dans le box. Il y a même un peu des screamers là-dessus. C'est ça. Ouais. Il y a vraiment des moments où genre tu t'y attends pas et ça fait vraiment l'effet d'un screamer, mais t'as pas de choc vraiment visuel. C'est juste auditif où t'as la musique et elle te met vraiment dans l'ambiance. Et le film est giga tenant, il est vraiment prenant et giga angoissant, quoi. Il bug même à certains moments dans l'image. Il se permet des. Je pensais d'ailleurs qu'il y aurait plus ces effets-là dans La Bête de Bertrand Bonello. Mais là, dans ce film-là, c'est bien utilisé. Et puis les moments où la musique t'agresse. Mais en fait, le truc, c'est que c'est le moment où t'as les trois. La troisième gamine, du coup, la personnage principale s'habille en troisième gamine. Trop cette scène. Ouais, et en fait, le moment justement où la musique t'agresse, mais c'est le moment où t'as le regard du mec qui t'agresse en même temps, quoi. C'est effrayant, ce petit symbole de le mec, il a pas un comportement très. Comment dire ?
Il est froid. Ouais, il est froid, mais genre, il a pas l'air genre le méchant typique, le serial killer typique, tu vois. Limite, c'est un mec que tu pourrais croiser vraiment dans la rue. D'ailleurs, je crois que il y a des personnages qui disent ça à un moment que c'est. Je crois que c'est la défense C'est qui dit l'avocat ça. qui dit ça C'est à un en mode. membre du jury. Il m'a Ouais. dit à un membre du Ça jury, bah, pourrait je suis être désolé, vous. mais vous ressemblez vraiment à la personne qu'on voit dans la vidéo parce qu'on voit rien, elle est masquée, tout ça. Et Ouais. c'est vraiment ça. Mais il y a juste ce moment-là où il regarde, du coup, le personnage principal qui s'est déguisé en une des victimes qui fait vraiment réagir le mec. Et je sais plus si c'est juste un regard ou s'il lui fait coucou C'est aussi. un regard et il fait coucou. Ouais, voilà. Et c'est là que tu comprends, c'est là que le j'adore. spectateur comprend très bien du coup Mm. que c'est bien lui. Il y a aucun doute sur le fait que c'est lui, mais on peut pas le prouver parce que sur les vidéos, d'ailleurs on n'a pas résumé le film, on a expliqué ce que c'était les films rouges. Mais du coup c'est Juliette Gariepi du coup qui joue Kellyanne, qui assiste au procès avec l'actrice du coup Laurie Babin, Ouais. qui joue le personnage de, j'ai plus son nom, Clémentine. qui joue le personnage de Clémentine. Clémentine, elle est totalement folle amoureuse du coup du tueur, ou en tout cas folle dans sa Je pense défense. que, ouais, voilà, Elle est à fond dans sa l'idée défense. de comment dire, le côté genre c'est un martyr, il prend pour quelqu'un d'autre et tout. Genre elle est un peu amoureuse de cette idée d'innocence et que l'État est coupable, tout ça, qu'ils veulent à tout prix chercher quelqu'un de coupable. Mm. Et puis au fur et à mesure, ça va vraiment se voir qu'elle est un peu perdue dans ce qu'elle fait, quoi. Oui, bah c'est en m'attendant de toute façon la troisième, non, les deux vidéos, Mm. pour le coup, qu'elle n'a plus de doute là-dessus, Mm. qu'elle se casse. Et mais ouais, du coup, un film ultra déstabilisant, bah peut-être, c'est vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film Mm. aussi malaisant. Surtout Genre- en salle, ce que je trouve qui est intéressant, c'est qu'en l'espace de quelques mois aussi, c'est le troisième film francophone qui parle de procès. Parce Oui. qu'on a le procès Goldman, on a l'anatomie d'une chute, et du coup on a les chambres rouges, et les trois le font différemment, au point que j'avais vu un tweet qui disait que les chambres rouges c'était un faux film de procès, et je trouvais ça intéressant parce que c'est vrai qu'on s'intéresse pas tant soit au procès que à tout ce qui en découle. Comment le public perçoit ça, comment les parents des victimes ils doivent endurer ce procès, et surtout au personnage de Kellyanne, et c'est elle qu'on suit, et sur la façon qu'elle a d'appréhender, et le truc c'est qu'elle paraît limite aussi froide que le tueur. Ouais, Pendant mais un une bonne côté, partie du film. elle a l'air fascinée par le tueur, Mm. mais c'est bien justement, j'avais peur qu'à la fin du film, justement, elle garde la dernière vidéo, Mm. même si je trouve ça un peu étrange son écriture sur la longueur, notamment c'est la vrai scène de fin. Mais c'est vrai qu'on dirait vraiment qu'elle est un peu de son côté, dans le sens où, comme Clémentine, elle a une sorte de fascination pour le tueur, sauf que bah, elle est beaucoup plus soft dans sa façon de le faire, Ouais. et pourtant c'est quand même elle qui est le plus, qui a le plus le regard de la famille en fait sur elle. Ouais. Parce qu'il y a une scène où du coup t'as la mère qui parle du fait que justement on voit Il y a les les groupies groupies. du tueur, on les voit dans les salles, on les voit au procès. Et le truc c'est qu'il y a un moment où elle se tourne, la mère pendant le procès, et qui regarde vers Kellyanne et Clémentine, et on voit bien que c'est pas Clémentine qui regarde, alors que c'est celle qui Kellyanne. l'a plus défendée, mais c'est Kellyanne. Et elle est perturbée, et en fait nous on est aussi un peu perturbé par le personnage et tout, parce qu'il y a vraiment ce mélange entre, bah, c'est le protagoniste, donc c'est la personne qu'on suit, donc on est censé, si ce n'est un peu s'y attacher, au moins avoir un peu d'empathie. Mais le truc c'est que moi pendant tout le long j'avais envie de la détester, quoi. Ouais, mais pareil. Elle est là à jouer au poker en ligne avec ses salaires de mannequin et tout. Qui sert beaucoup pour la fin d'ailleurs. Oui, et justement dans cette scène de fin, sans spoiler, il y a une descente pour elle. Et je trouve ça très intéressant parce que j'étais partagé. J'étais giga partagé en mode bah, bien fait, meuf. Et de l'autre côté, j'étais en mode. Mais comment elle va sortir de ça, quoi? Et le film te donnera clairement pas la réponse. Et je trouve que ça, c'est très intéressant aussi. Et il y a l'assistant d'ailleurs, enfin le truc, c'est pas une Alexa, mais c'est son système d'intelligence artificielle chez Ouais. elle là, qui sort une blague à un moment d'ailleurs, elle prend panique. Je sais pas si tu te souviens de la blague. Non, je me rappelle pas la C'est blague. d'ailleurs avec un fantôme, et pourquoi un fantôme, on voit qu'il ment parce qu'il est transparent, une connerie comme ça. Ouais. Et elle commence à péter son tableau, du coup, enfin le processeur du machin, parce qu'elle croit, alors que ça se trouve c'était juste une simple blague. Mais comment c'est fait, c'est une grosse très intéressant. paranoïa qui monte en fait sur Ouais. la fin du film. Et ce qui est drôle, parce qu'à aucun moment les gens l'accusent. Mhm. C'est juste elle qui, au fur et à mesure du procès, au fur et à mesure que la culpabilité du mec va se prouver, elle a l'impression que la sienne va également se prouver, quoi.
Bah oui, parce que mais il y a un dialogue, enfin un monologue du mec qui disait que justement l'erreur est humaine. Au procès, il disait ça. Mm. Et que bah ouais, sur le darknet, enfin tu fais toujours une erreur de toute façon si tu veux pas te faire repérer. Et je trouve ça intéressant le côté ludique aussi encore plus du film, c'est qu'il y a peu de gens je trouve en France qui en parlent, mais il y a une grosse accentuation sur le site Have I Been Pwned à un moment. Je sais pas si tu vois. Non. C'est un site en gros où tu mets, bah tu connais le site ou pas? Du tout. C'est un site où tu peux mettre ton adresse email et savoir si t'as été piraté, si t'es dans une base Ah de données. oui, oui, oui. Et ça, c'est pas hyper connu en France. Et c'est hyper accentué dans le film. Donc après, je pense que c'est le côté canadien. Je pense qu'au Canada, ils connaissent beaucoup plus ce site-là et côté américain aussi. Mais je trouve ça bien de le mettre en gros plan, de montrer justement, c'est pas, ça te prend pas pour un débile, ça te montre bien ce qu'elle fait à l'image. Et justement, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle d'un personnage qui est du coup représenté comme un personnage, on va dire, attractif, vu qu'elle est mannequin. Parce que tout à l'heure, tu parles du rapport avec la mode, mais on n'a pas précisé qu'elle était mannequin. Oui. Et du coup, elle est mannequin, il y a ce côté femme connue, femme, on va dire, un peu du grand monde, entre guillemets, parce qu'elle est dans un appart, un étage immense, tout Mais ça. c'est ce qui me dérange un peu d'ailleurs, c'est très accentué le côté sa beauté et tout ça dans le. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que ça montre qu'il n'y a pas que les petits geeks qui sont dans leur Oui, chambre, ça sur leur c'était bien, ordi, c'était bien de mettre qui, une femme top modèle voilà. qui. Ouais. Et qui ont accès au darknet, quoi. C'est vrai, ça peut être vraiment tout le monde qui s'y intéresse un minimum, et il n'y a pas que des gens qui ont des physiques gracieux. Enfin, cette image du geek, elle commence vraiment à partir. En même temps, on est en 2024 maintenant, donc c'est quand même bien, mais ça reste intéressant que l'image elle parte et qu'on a ce personnage-là qui a cette puissance en termes du coup de beauté, d'attractivité, mais également du coup monétaire et même un peu social, qui a aussi attiré par ce genre de choses, quoi. Mais ouais, film déstabilisant, perturbant. Un dernier truc, je pense, qui est Vas-y. intéressant, c'est que par rapport à la période où il est sorti et au film qu'il y avait à l'affiche, c'est que c'est le deuxième film très impactant sur le hors-champ. Oui, oui. Et sur le travail du son, justement. Ouais. Parce que entre celui-là, du coup, et Il Zone of Interest, Il exploite moins le hors-champ quand même. il exploite moins, mais moi je trouve qu'il y a toute cette thématique, surtout parce que moi, du coup, comme je disais, je vois beaucoup de faux documentaires, et il y a notamment The Poughkeepsie Tape, qui traite à peu près du même truc, en mode les cassettes ont été retrouvées, et elles montrent les faits d'un tueur. Et il y a justement toute cette enquête sur le tueur, et en même temps, dans le faux documentaire, il diffuse ce qui serait du coup les scènes de torture. Et moi, je trouvais ça vraiment pas réaliste, parce qu'à aucun moment un documentaire montrerait des scènes de torture sans les censurer ou quoi. Et le film montre un peu trop en voulant garder son spectateur, alors que là, justement, la force des Chambres Rouges, c'est que justement, il nous montre quasiment rien, et c'est même rare qu'on entende. Mais la simple description de ce qui a pu arriver, ça suffit à dégoûter en fait, et ça remet aussi le spectateur à sa place, en mode il y a certains spectateurs qui peuvent avoir cette envie un peu malsaine qui est habitué aussi du spectateur. C'est ce qui se passe avec le jury, ils ont tous répondu oui pour mater les vidéos dans le procès. Voilà. Et d'ailleurs la scène de quand le procès se fait, enfin cette scène-là se fait à huis clos dans le procès. Donc du coup on sort de la salle en même temps que les personnages, et la scène est incroyable d'entendre les bruits justement hors champ, hors cadre, hors champ. hors cadre, parce que techniquement c'est Oui, dedans. c'est dans le champ. Mais et à ce moment-là, il y a les ambulanciers, il y a la mère qui se barre au bout de 3 secondes, Ouais. les ambulanciers qui arrivent pour réanimer quelqu'un, un avocat ou je sais pas qui, enfin c'est hyper puissant comme scène. Et moi je trouve que ça remet à la place justement les spectateurs de certains films d'horreur qui se disent qu'ils veulent toujours plus de gore, qui gueulent quand les films sont pas assez gore et tout ça, alors que si t'étais mis face à de vraies situations comme ça, c'est insoutenable, parce que c'est des vraies personnes à qui ça peut arriver derrière, quoi. Bah, c'est ça ce qui est super puissant, c'est cette image moi qui me reste là, c'est quand elle regarde sur son PC, du coup elle montre à Clémentine les vidéos là. On a que la dernière image du mec cagoulé avec le garage rempli de sang, et cette image là on sait qu'elle est fausse, mais pourtant elle est atroce quoi. T'as pas envie de regarder ce qui se passe, avant quoi. Le fait qu'on te montre pas vraiment le truc, mais qu'on montre ce qui se passe après. Là, ce qui s'est passé après, pour le coup, là, c'est le truc que la chambre est entièrement rouge de sang. Bah, ça rend le truc beaucoup plus impactant que de montrer. Non, c'est surtout que c'est montré même pas en gros plan, tu vois, c'est montré sur un ordinateur. Les couleurs sont imparfaites, c'est vieil écran LCD, alors que maintenant, justement, dans le cinéma, le truc, c'est qu'on fait. Le truc est tellement lisse, numérique et propre. D'ailleurs, le film est très lisse, mais pour le coup, ça se justifie bien avec la froideur du machin, ce qui se renvoie d'ailleurs au successeur. Mais l'image est tellement propre aujourd'hui, enfin The Sadness, bon exemple, tu vois, le truc c'est que c'est très gore, hein. C'est pas du tout réaliste sur ce que ça veut montrer, sur ses couleurs quoi.
c'est l'aspect, en fait, le film est crade, mais pas dans son image. Ouais, mais même, Ce qui est un problème d'ailleurs, je trouve, moralement. ouais, mais même du côté américain, c'est pareil. Genre, tu regardes les films de Blumhouse, bah, Oui, c'est le même truc. Moi, ce qui me pète les couilles, c'est cette histoire de focale. Maintenant, peut-être que t'as un champ contre champ, il y a tellement de focale, genre un gros flou d'arrière-plan derrière, et tu te dis. Enfin, il n'y a plus d'identité. Genre, je veux dire, à quoi ça sert de mettre les gens dans des décors si tout ce que tu mets derrière est flou ou tout ça, c'est trop propre. Ouais. Et c'est dommage. Bah, j'ai regardé Inland Empire d'ailleurs hier. C'est pas propre ça. Tourné au caméscope. Ce caméscope Sony. Ouais, c'est bien dégueulasse l'image. Mais c'est très, par contre, le film est très malaisant et je pense que c'est. Sans le caméscope. Est-ce que c'est dans Inland Empire que les lapins? Oui. Ouais. Ah, mais en fait, je me dis, mais Dupuis, il a pompé sur Inland Empire en fait, pour faire réalité. Hein. C'est pareil, c'est une histoire de poupée russe, enfin d'histoire dans des histoires imbriquées. Hein, et puis, Ne me lance pas sur Dali. Mais voilà, je pense qu'on a tout dit sur les Chambres Rouges, à ne pas louper parce qu'ils repassent dans certains cinémas, Ouais. vu que les CGR évidemment, ça passe 2 semaines. Mais je pense que quand il sortira en DVD, il faudra quand même essayer de se procurer hein, parce que. Ouais, de le voir dans de bonnes conditions, mais ça sera toujours. Je sais que le film, j'ai eu des sources comme quoi il était en dispo en téléchargement depuis un paquet de temps apparemment, depuis sa sortie canadienne. Peut-être qu'il est sorti l'année dernière aussi, non? Ouais, peut-être qu'il est sorti sur une plateforme aussi entre temps. Mais ouais, c'est à voir absolument en salle si vous en avez l'occasion. Et c'est comme je disais dans ma story, ne voir qu'une seule fois, parce que je pense pas que je reverrai le film. Même si j'achèterais le Blu-ray, je pense pas que je le remettrais. Donc, soutien à l'artiste, mais bon, quand même. Ouais. Mais voilà. Et j'en profite aussi d'ailleurs pour faire une petite annonce sur Mubi. Vous avez en ce moment le film La Antenna, que j'ai pu regarder hier. C'est Metropolis revisité avec tout un peuple qui perd sa voix. Mais même au niveau des images, ça a l'air terrifiant. Enfin... C'est incroyable. Tu vois le plan de Metropolis où il y a tous les yeux Et bah là, vu que c'est une perte de voix, il y a le même plan, mais avec des bouches. Mais voilà, c'était le premier film, je crois, qui a été diffusé sur Mubi, du coup il le repasse. Donc si vous avez Mubi, foncez. Si vous n'avez pas Mubi, bon, il y a moyen de le trouver, je pense. Film argentin de Esteban Sapir. Et voilà, j'en ai fini pour cette petite discussion. Et merci Rodolphe d'être passé dans le Cinéco. Et bah pas de soucis. C'est la fin de notre discussion sur les Chambres Rouges de Pascal Plante. Et un dernier petit mot pour vous dire que le festival Travelling démarre le mardi 20 février et finit le mardi 27 février et se concentre sur Taïwan. Vous pourrez découvrir du Wuxiaoxian à l'Arvor ou du Kingu et du Tsai Ming-yang au TNB et d'autres réalisateurs, d'autres avant-premières ou d'autres films assez rares, notamment taïwanais. N'hésitez pas non plus à faire un tour le 27 février à la fin du festival à l'Arvor à 20h pour l'avant-première de Le Mal n'existe pas de Ryosuke Hamaguchi qui nous avait donné Drive My Car et Conte du hasard et autres fantaisies. Et merci beaucoup encore, à la prochaine!